Bonjour à tous, bienvenue sur Forbes dans Sport et eSport Business, l'émission qui vous fait plonger au cœur de ces deux univers. Et aujourd'hui, je vous propose qu'on s'intéresse aux opportunités d'investissement dans le domaine de l'eSport pour les marques et les entreprises. Alors on en a beaucoup parlé ici, l'eSport c'est 437 millions d'internautes qui partout dans le monde sont intéressés par cette discipline, plus d'1 milliard de dollars de revenus l'année dernière. Et vous, dans tout ça, comment profiter de cet essor? Quels sont la marche à suivre pour réussir à percer dans ce domaine et puis comment se faire accompagner? Pour répondre à toutes ces questions et à bien d'autres encore, j'ai le plaisir de recevoir Mathieu Lacroutz. Bonjour. Salut Guillaume. Vous êtes directeur général d'Aura Group et puis à vos côtés, nous sommes avec Olivier Bouellarac. Bonjour. Bonjour. Head of Communication chez Kia France, une entreprise qui a fait le pari réussi de se lancer dans l'e-sport. D'abord, une première question pour vous, Mathieu. Est-ce que vous pouvez présenter en quelques mots les activités d'Aura Group? Ouais, avec plaisir. Salut Olivier. Aura Group, c'est un groupe de communication qui est dédié uniquement à l'e-sport et aux jeux vidéo. C'est composé de 3 sociétés. On a une agence de pub, Aura Agency, qui est une agence spécialisée de la publicité, une agence média qui aide les annonceurs à dépenser leur enveloppe média, et un studio de production qui s'appelle Aura Studio. Et le tout sert à aider les annonceurs divers et variés à faire de la communication pour les fans d'e-sport et les gamers. Et alors, comment c'est né un petit peu cette aventure d'Aura Group? C'est né de 2 personnes, Angela et moi-même, qui étions des publicitaires dans une agence de pub et qui avons, début 2014, qui voyions l'e-sport grossir parce qu'on était consommateurs. Et on voyait les pubs qui tournaient à l'époque sur la plateforme Twitch et c'était à des années-lumière de ce que nous, en tant que publicitaires, on voulait voir. Et donc on s'est dit, il y a peut-être une opportunité d'aller faire des meilleurs contenus pour nous autres gamers. Et c'est comme ça qu'on a lancé l'agence il y a 5 ans. Et le groupe s'est structuré en courant 2020 avec la création des 2 autres sociétés sœurs. Alors Olivier, on ne présente plus Kia France, constructeur automobile emblématique. Comment votre entreprise, elle en est venue à s'intéresser à cet univers de l'e-sport? Alors Kia, c'est une marque coréenne. Le e-sport est fortement implanté en Corée. Et la volonté de notre maison mère était de le faire rayonner au maximum sur l'ensemble de ces continents. Et donc de le proposer en Europe et en particulier en France, où il y a un vrai bassin d'audience fortement intéressant pour nous. Et alors, comment ça s'est passé un petit peu cette arrivée? Quelles ont été les premières opérations, activations que vous avez enclenchées? Alors, si on revient en Corée, la Corée est donc extrêmement dynamique sur le sujet, participe et accompagne l'ensemble de ses filiales. Si on prend l'exemple de la Corée, il y a l'accompagnement d'une équipe avec un naming, Daewon Kia, et ensuite sur les autres continents, d'autres types de mécaniques. Si on prend l'exemple de l'Europe, c'est un partenariat avec la LEC, donc le championnat européen de League of Legends, sur lequel le marché français a pu monter en puissance avec des activations. Et fort de cette bonne expérience, notre volonté ici en France a été de continuer et de creuser cette dynamique autour de l'e-sport. Et alors, comment justement, chez Aura Group, vous allez accompagner ces marques quand elles veulent se lancer, quand elles ont des opérations comme ça à faire? Quel est un peu votre rapport? Ça va dépendre d'un brief en fait. À l'origine, on est une agence de publicité, donc on fonctionne comme absolument n'importe quelle agence de publicité. La spécificité, c'est qu'on connaît l'industrie de l'e-sport et du gaming au sens large. Là, aujourd'hui, on parle d'e-sport spécifiquement. Et donc, du coup, on va aller prendre le brief et en fonction de la demande, soit on va connecter la marque avec des ayants droit et on va ou non les aider à les activer. Soit ça peut être, par exemple, pour HP, on fait le community management de leur marque gaming. Soit ça peut être du consulting. Il y a des marques qui vont chercher à faire de la communication interne, donc c'est aussi les accompagner. Ça dépend vraiment des besoins marketing en fait, de l'annonceur, comme pour n'importe quelle agence de publicité finalement. Alors, est-ce que toutes les entreprises, c'est une question qu'on se pose souvent, est-ce que toutes les entreprises peuvent se lancer dans ce secteur du gaming et de l'e-sport? La question en 2015 aurait été assez différente. Aujourd'hui, en 2021, il faut se dire que quasiment toutes les industries s'y sont essayées. On a l'automobile, on a l'agroalimentaire, on a le pari sportif, on a le sport, on a même les crypto-monnaies qui sont venues, on a même des marques de l'industrie pornographique qui aujourd'hui font de la communication autour de l'e-sport. Donc vraiment, le choix des annonceurs pour s'y essayer est large. Après, l'e-sport n'est pas forcément fait pour tous les annonceurs, simplement parce que c'est un cœur de cible. C'est un cœur de cible marketing, et donc du coup, si votre cible est plutôt des seniors, il y a des opportunités, mais ça ne serait pas forcément le meilleur investissement publicitaire pour ces annonceurs.
Vous parliez tout à l'heure, Olivier, de l'association que vous avez faite, du partenariat que vous avez eu avec le championnat européen de League of Legends. Concrètement, quand on se lance dans une opération comme ça, on s'attend à quoi comme ROI? Alors, c'est difficile à estimer au départ. Et très honnêtement, c'était une surprise de voir justement les ROI et le niveau d'engagement impressionnant qu'on a sur ces audiences extrêmement captives liées au e-sport. Et on pourrait imaginer que automobile et e-sport seraient complètement divergents, alors que finalement, quand on a une approche intéressante, avec des mécaniques créatives, des activations qui vont dans le bon sens et qui sont pertinentes par rapport aux audiences qu'on veut aller chercher, ben finalement, l'engagement est extrêmement fort. L'adhésion à la marque et notre mécanique de communication sur ce territoire est bien reçue, bien perçue et nous permet justement de rayonner sur des audiences que l'on ne va pas chercher naturellement, puisqu'on le rappelle, dans l'automobile, notre acheteur moyen ou l'audience moyenne est plutôt âgée et l'enjeu aujourd'hui, c'est d'aller s'adresser avec toutes les problématiques de mobilité et de mutation autour de l'automobile vers ces générations Y et Z. Et donc, on ne leur parle pas de la même manière. Et justement, l'e-sport, pour ça, pour nous, est vraiment un territoire qui a tout son sens pour avoir un marketing vraiment différent et extrêmement engageant. Après, c'est intéressant ce que dit Olivier, c'est que le ROI, pour une marque comme Kia, évidemment, il y a des investissements au niveau de la Corée, au niveau européen, au niveau local avec les équipes d'Olivier. Mais il y a d'autres marques qui vont arriver, qui ont des budgets qui vont être un petit peu différents. Et en fait, en 2015, quand on cherchait du ROI, on pouvait le trouver de façon très organique. On faisait un partenariat avec une équipe, il n'y avait aucun sponsor qui était avec elle. Donc, vous arriviez, vous étiez une marque comme Kia en 2015. La réception de la communauté était absolument incroyable. Ah, il y a Kia qui sponsorise Vitality, c'est fou. Et ça a changé parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus évidemment d'annonceurs de l'industrie. Et maintenant, le ROI se détermine finalement comme si le gaming et l'e-sport étaient un média à part entière. C'est-à-dire que quand on rentre dans cette industrie, il faut s'imaginer que c'est comme si on disait pour ma marque, j'ai besoin d'aller toucher les cinéphiles. Donc, je vais aller faire des spots sur tel et tel film très spécifiques parce que ça correspond à une typologie d'audience. C'est comme ça qu'aujourd'hui, ça doit être vu. Et donc, du coup, quand on fait ces décisions marketing-là, on a nécessairement un budget marketing. Et donc, on ne peut pas définir un ROI sans connaître son budget. Et aujourd'hui, quand on va venir avec une enveloppe de 100 000 € ou de 500 000 €, il est devenu possible et facile de déterminer selon les objectifs quel ROI on va pouvoir avoir, ça dépend juste de l'enveloppe qui est mise au début. Et est-ce que c'est dangereux aujourd'hui d'une certaine façon pour une entreprise, pour une marque de se lancer sans accompagnement, de se dire bon bah voilà, on est habitué à faire du billboarding, du display sur différentes plateformes, finalement l'e-sport c'est un peu pareil, il suffit peut-être de mettre une console en plus et on a compris pour notre campagne. Est-ce que c'est parfois des réflexes qu'ont certaines marques et qui peuvent être dangereux? Réflexe, oui. Tout simplement parce que, comme je dis, ça doit être vu comme une nouvelle opportunité média. Donc du coup, en travaillant avec une agence média, on peut juste dupliquer ce qu'on fait déjà. Ça se fait, c'est pas dangereux en tant que tel, c'est-à-dire qu'il arrive parfois qu'une entreprise vraiment subisse le fameux bad buzz, mais c'est quand elle l'a vraiment cherché. Je pense à une société aux États-Unis le vestimentaire, des appareils, qui avait imaginé un maillot, un jersey pour les femmes et qui avait lancé une robe, et une robe e-sport, et c'était une catastrophe sans nom, c'était misogyne, c'était plein de clichés. Donc là, évidemment, c'était provoqué, c'était cherché. Mais sinon, il n'y a pas de danger. Il y a un risque, c'est de perdre du temps et de perdre de l'argent. De faire un flop, on perd de l'argent. De s'investir, de passer du temps et finalement de ne pas avoir les résultats obtenus et de se dire bah, l'e-sport, ce n'est pas fait pour nous, pour finalement y revenir 2 ans plus tard parce que c'était fait pour. Voilà, c'est plutôt ces risques-là qui sont identifiés et qui sont somme toute assez faciles à éviter aujourd'hui en ayant un bon ayant droit, en ayant un bon partenaire. C'est des choses qui sont évitables. Vous le disiez, vous, Olivier, l'e-sport, ça fait un peu partie de l'ADN, en tout cas de la culture chez Kia. Mais quand, en Europe, on décide comme ça de s'associer à League of Legends, est-ce qu'il y a quand même des petits verrous internes, des garde-fous, des gens qui vont dire où est-ce qu'on est sûr de notre coup, ou est-ce qu'au contraire, tout le monde dit banco? Alors, la culture coréenne, elle est plutôt disposée à tester et à innover. Donc, ça aide globalement les équipes en interne chez Kia, que ce soit en Europe et en France en particulier, à essayer. Pour autant, il y a quand même la nécessité d'avoir une forme de pédagogie pour embarquer tout le monde et montrer justement la pertinence d'une adéquation par rapport à notre stratégie. Je rebondis sur ce que disait Mathieu.
typiquement chez Kia, on a un positionnement fort autour de la technologie. Donc nous, c'est la colonne vertébrale qui nous permet de nous engager dans le e-sport et de porter notre stratégie, la vision de la marque et de véhiculer aussi, du faire savoir autour de notre savoir-faire sur l'électrification et sur nos prochains modèles. Ensuite, c'est important quand même d'être clair avec l'ensemble des parties prenantes en interne sur ce que l'on peut attendre et comment communiquer, parce que les codes sont spécifiques. Et donc ça aussi, dans une industrie comme l'automobile, qui est plutôt sur une approche, on va dire, traditionnelle, il faut savoir où on place le curseur. Mais en fonction de l'ADN de la marque, et là, en l'occurrence Kia, on a toute la latitude pour pousser loin le curseur et permettre, encore une fois, d'avoir un territoire d'expression vraiment sympathique. Et comment vous vous êtes fait accompagner, vous, dans tous ces dispositifs comment vous vous êtes fait aider là-dessus? Alors, pour nous, c'est clé de se faire accompagner dès le brief, d'une certaine manière, pour cadrer et être au plus précis sur la manière de communiquer auprès de ses audiences. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, les KPI qu'on peut attendre derrière. La stratégie de Kia était de commencer en France spécifiquement au-delà de League of Legends par de petites activations avec des équipes comme Solari, de tirer un maximum d'enseignements de ces activations pour ensuite monter en puissance. Mais encore une fois, l'accompagnement par une agence est clé pour faire de l'e-sport un vrai succès pour un annonceur comme Kia. Après, pour réagir sur cette question spécifique, il y a aussi, vous chez Kia France, vous avez aussi une opportunité qu'on a beaucoup vue chez beaucoup d'annonceurs différents, c'est d'avoir une personne en interne qui prend le sujet à bras-le-corps. Et finalement, ce côté accompagnement, on le voit souvent être fait en interne très bien par cette personne-là. Ce n'est pas forcément des gens jeunes, ça peut être des gens d'une seniorité différente, mais qui ont compris l'intérêt et qui, du coup, vont faciliter les prises de décision. Vont aller travailler avec des agences, les briefer, vont aller travailler avec des ayants droit, les briefer. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant. L'autre spécificité de notre industrie, et c'est quelque chose qu'on voit très très peu dans l'industrie du sport en tout cas, c'est les ayants droit. C'est tellement spécifique l'e-sport que les ayants droit prennent souvent ce rôle d'agence aussi. Et donc en interne, un sponsor va les sponsoriser, ils vont proposer du contenu de marque et vont parfois le produire. Et donc ça, c'est assez intéressant parce qu'on verrait mal Nivea laisser le PSG produire son spot de pub qui va tourner à la télé. Aujourd'hui, on pourrait tout à fait imaginer Vitality produire le spot de Kia qui finirait à la télé. Et donc, c'est des choses qui peut-être évolueront plus les agences spécialisées comme Aura vont grossir ou les agences non spécialisées vont accompagner leur marque. Si demain, l'agence de Nivea arrive dans l'e-sport, je doute qu'ils laisseraient Vitality faire ce qu'ils ne font pas pour le PSG. Mais c'est des choses qui permettent aujourd'hui d'être bien accompagnés à différentes échelles. Une agence, un ayant droit en interne, un ayant droit ou une personne en interne, c'est des choses qui font qu'on voit peu de faux pas dans l'industrie encore aujourd'hui. Une question pour vous, Mathieu, par rapport à votre expertise, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on discute avec des groupes, des annonceurs, des dirigeants, il y a un mot qui revient souvent, c'est les leaders d'opinion, les influenceurs, et on a le sentiment parfois qu'il y a 5 ou 6 ans de retard, c'est-à-dire des entreprises qui, plutôt que d'essayer de construire une campagne globale, se disent qu'elles vont tout miser sur des fortes têtes, des têtes d'affiche, des joueurs, et essayer de leur faire du placement, ce qui fonctionne de moins en moins bien. C'est quoi votre regard aujourd'hui et votre accompagnement que vous dites à une marque qui vient vous voir et qui vous dit j'ai vu que les influenceurs faisaient du placement, si on leur envoyait un chèque et puis nos produits, est-ce que ça peut marcher? De votre point de vue, c'est des choses qui marchent ou plus trop? Alors non, comme ça, tel quel, ça ne va pas marcher. Après, il y a toujours le travail d'influence au sens tel. Donc, il n'y a rien qui vous empêche d'envoyer des produits à des influenceurs, qu'ils soient gaming ou non, et d'espérer des placements. Donc, je ne vais certainement pas me permettre de juger cette façon de faire du marketing. En revanche, ce qu'on sait dans l'industrie, c'est qu'aujourd'hui, nous, il n'y a pas une seule campagne qu'on fasse, que ce soit pour des marques ou directement on a la chance de travailler pour les éditeurs de jeux vidéo, Riot Games, Ubisoft, ou pour les ayants droit. Et en fait, il n'y a pas une seule campagne qu'on fait où il n'y a pas un influenceur, ou un joueur pro, ou une streameuse dans l'activation. C'est aujourd'hui impossible de ne pas surfer sur ça. Je pense aux annonces que vous avez faites qui a Vitality, le fondateur Néo de Vitality était dessus, d'autres influenceurs étaient dessus. Et en fait, c'est normal, c'est une industrie de passion où on suit des idoles, qu'ils soient joueurs pro, streamers, streameuses. Et en fait, d'un point de vue marketing, il serait absolument aberrant de ne pas en profiter.
on n'est pas à l'abri d'avoir des marques, des ayants droit qui deviennent tellement puissants, c'est déjà le cas, mais plus dans le futur encore, que faire une pub avec le PSG sans jamais montrer une star du PSG. Aujourd'hui, ça se ferait très bien. Aujourd'hui, sur Vitality, par exemple, on ne va pas le voir. J'imagine que dans quelques années, ça pourrait tout à fait être ce qu'on verrait à la télé, pourquoi pas. Je rebondis sur ce que dit Mathieu, parce qu'effectivement, donc on a une collaboration avec Vitality depuis quelques semaines. Cette semaine, on va annoncer de nouvelles activations avec eux. Et l'influence, nous, on l'utilise de manière assez fine et assez limitée. Pour autant, sur le e-sport, ça a du sens quand c'est amené de manière pertinente. Et donc, sur cette collaboration avec Vitality, oui, on a travaillé avec leur team, avec leurs acteurs majeurs au sein de la team pour influencer au maximum nos audiences. Ouais. Allez, on arrive à la fin de ce nouveau numéro de Sport et Sport Business. Avant de nous quitter, eh bien, on vous a demandé de venir avec une photo souvenir qui illustre un peu votre rapport avec ces thématiques. Mathieu, quelle photo avez-vous choisi ? J'ai une photo qui n'avait pas encore tourné sur les internets d'un ami et moi. C'était en 2006, donc je devais avoir 17 ans. Et en fait, c'était la première fois qu'on allait physiquement dans une compétition e-sport. Donc 2006, ça date, c'était à Bercy déjà, Bercy qui avait été privatisé par le SWC, qui était donc une des compétitions. Et je joue à Counter-Strike, ça doit faire 22 ans maintenant que je joue à Counter-Strike. Et donc du coup, en 2006, c'était la première fois que j'allais voir un événement e-sport, mon premier événement e-sport. Et quelle claque absolument monumentale. Je me demande si c'était même pas la première fois que je rentrais dans un stade pour voir des joueurs de CS. Et quel plaisir infini d'aujourd'hui de travailler avec le SWC en tant que tel a évolué, mais le fondateur, j'ai eu l'occasion de le rencontrer souvent et c'est vraiment une photo souvenir pour ça. C'est peut-être grâce à cette photo qu'aujourd'hui je fais ce que je fais. Donc voilà. C'est chouette. Un beau souvenir. Et vous, Olivier, quelle photo avez-vous décidé d'amener avec vous ? Alors, c'est quand j'ai pris mes fonctions chez Kia, il y a un peu moins de 2 ans, et qu'on m'a présenté l'univers du e-sport en me montrant une photo de la finale de la League of Legends à Paris, à Accor Arena. Et j'ai vu ce stade plein, 15 à 16 000 personnes, et on sentait un engouement dingue. Et là, je me suis dit, c'est une industrie que je ne connaissais pas avant. Il y a quelque chose d'intéressant à creuser. Et donc, c'est ça que je garde en tête vraiment de ma prise de fonction et de ce moment-là. Donc, même stade, une dizaine d'années d'écart entre les deux, c'est une belle photo souvenir, du coup, j'imagine. Exactement. Et ben voilà, et on gardera cette phrase en tête. Il y a quelque chose à creuser dans le domaine de l'e-sport et même à percer, à forer, à découvrir. Merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de Forbes et nous avoir partagé votre expertise. Merci à vous d'avoir suivi ce nouveau numéro de Sport et e-sport Business. Vous l'avez vu, en tant que décideur, en tant que marque, des opportunités à saisir à condition d'être bien accompagné. Passez une très belle journée et à très bientôt sur Forbes.